Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La situation des droits humains au Mali s'est dégradée en 2017. C'est une des conclusions du rapport 2017-2018 d'Amnesty International. Alors, le document prend en compte l'insécurité, l'application de l'accord pour la paix, les menaces sur la liberté d'expression, ainsi que le surpeuplement au sein des maisons d'arrêt. Alors, au cours de cette émission, nous aurons la réaction d'Alioutine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Également, nous aurons comme invité Maître Khalifa Yaro, avocat au barreau du Mali, et professeur Tiefi Sissoko, universitaire, qui vont donner leur point de vue sur ce rapport et la situation dans le pays. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, je l'ai dit, ce rapport prend en compte la situation sécuritaire dans le pays et nous allons écouter tout de suite Alioutine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui va nous parler de des conclusions du rapport concernant la situation sécuritaire du pays. Aussi surprenant que ça puisse être, la sécurité du Mali depuis effectivement que aussi bien la MINUSMA que les troupes Barkhane sont là, ça ne s'est pas réduit. La carte de la sécurité s'est beaucoup plus élargie du nord vers le centre, où pratiquement tous les jours il y a des attaques. Des attaques, si vous voulez, des institutions publiques, des attaques des militaires. Et tous les jours que Dieu fait, il y a des morts. Ce qui aggrave les choses de plus en plus, c'est qu'il n'y a plus d'école dans les zones du centre et également du nord. Ça veut dire tout simplement priver d'un droit fondamental qui est le droit à l'éducation à des milliers et des milliers d'enfants. Cela déjà pourrait avoir des conséquences tout à fait, je dirais, tragiques pour le Mali. Donc la question de la sécurité au Mali, c'est une question fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, les gens parlent de plus en plus de projets de G5 Sahel, c'est que la situation de la sécurité et les menaces que constituent les groupes djihadistes, ces menaces se sont vraiment accrues et préoccupent davantage aussi bien la communauté africaine qu'internationale. Vous savez, il y a même des réunions hier à Bruxelles réunissant un très haut sommet avec l'Union européenne pour voir comment est-ce qu'il faut faire. Donc, en ce qui concerne les droits humains, tous les jours que Dieu fait, vraiment, il y a des violations du droit à la vie, il y a des viols, il y a des tortures, il y a également beaucoup de violations qui préoccupent les gens. D'accord. A-t-on des chiffres par rapport à la situation sécuritaire, le nombre de civils qui ont été tués? Pour le moment, nous avons une équipe qui travaille en ce moment, qui est sur le terrain, qui est en train de documenter les violations des droits de l'homme. Donc, nous attendons les résultats pour pouvoir effectivement donner des chiffres beaucoup plus exacts, qui seront des chiffres d'Amnesty International. Mais sinon, effectivement, ce que nous disons, c'est sur la base du travail qui a été fait par la section ici sur place. Mais nous avons des gens qui travaillent aujourd'hui, une équipe est là, à Amnesty, à Bamako. Toujours concernant la situation sécuritaire, est-ce que la situation s'est dégradée davantage de 2012 à aujourd'hui ou est-ce qu'elle s'est améliorée? La situation s'est bien sûr dégradée. Vous savez, le Mali, c'est le pays où les troupes de maintien de la paix ont été le plus tuées. C'est un résultat déjà qui inquiète les Nations Unies. Et également, on n'a pas besoin, l'administration, elle est absente au nord, vous le savez, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Aller à Mopti, traverser le fleuve aujourd'hui également, c'est un défi. Donc, les menaces, elles sont là, elles sont beaucoup plus graves et préoccupantes
qu'avant, contrairement effectivement à ce qu'on pouvait espérer aujourd'hui au Mali. Donc ce n'est pas par hasard d'ailleurs que Amnesty International a voulu faire du Mali, de Bamako notamment, la capitale des droits humains pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc un tout petit peu pour donner notre contribution sur la situation par rapport aux défis, les défis des droits humains, les relever. Elle attirait l'attention sur le fait aussi qu'il n'y a pas que par les armes et les kalachnikovs qu'on peut combattre. Il faut combattre aussi par l'éducation ces idéologies qui sont toxiques et mortifères. Maître Khalifa Yaro, selon le directeur Alioune Tine, la situation sécuritaire dans le pays s'est dégradée depuis 2012 à aujourd'hui, alors que le président de la République déclarait il y a quelques jours que malgré ce que peuvent penser beaucoup de personnes aujourd'hui, la situation n'est pas comme elle était avant son arrivée au pouvoir. Alors, merci M. Touré. Je note ces deux propos qui sont antinomiques, voire contradictoires. Et si je dois faire mon analyse pour développer mon appréhension sur la globalité de la situation, je suis à même de dire qu'effectivement la nature des violations des droits de l'homme a changé. Donc les défis sont devenus plus globaux et plus divers. Et ce qui fait qu'effectivement, malgré l'effort gouvernemental aujourd'hui qu'on ne peut pas nier, on voit de façon tout à fait apparente que les violations sont en train de persister. Et c'est en dépit de cet effort gigantesque qui est en train d'être déployé au jour le jour par le biais de l'action gouvernementale. Donc, c'est un secret de polichinelle que de dire que la situation des droits de l'homme au Mali est en train de se dégrader, tant les enjeux, les défis et les obstacles sont devenus assez nombreux et assez gros. La situation s'est dégradée. Vous dites tout de suite que malgré cet effort gigantesque du gouvernement, alors si le gouvernement est en train de poser des actes qui sont salutaires selon vous, aujourd'hui, pourquoi n'arrive-t-on pas à résoudre la situation? Bon, il faut voir que les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont assez nombreux. D'abord, premièrement, c'est-à-dire à qui avons-nous affaire? L'identification, la cartographie des acteurs est difficile à être établie de façon statique et de façon unanime. Il y a une multiplicité d'acteurs auxquels sont venus se sanctuariser de nombreux bandits qui sévissaient dans les pays limitrophes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il y a l'immensité et la porosité de nos frontières, ce qui donne la possibilité à tous ceux-ci qui sont impliqués dans les violations des droits de l'homme d'avoir des possibilités de repli tactiques et de revenir pour sévir. Ensuite, il y a le fait que actuellement le dispositif qui est mis en place à travers la force du G5 Sahel, à travers d'autres forces, n'est pas huilé de façon à permettre une lutte efficace contre le banditisme sporadique que nous sommes en train de rencontrer et qui fait le plus grand nombre de violations des droits de l'homme. Donc, si vous me demandez, je dirais effectivement que l'ampleur des enjeux et des défis fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'action efficace qui est en train d'être faite. Parce que chaque fois qu'on parvient à avoir un accord et à cantonner des éléments qui sont des acteurs étatiques connus, nous sommes confrontés à une autre forme de violation animée par des acteurs. Est-ce que cela veut dire qu'on ne s'attaque pas au vrai problème? Si on s'attaque au vrai problème, moi, je pense qu'à partir du moment où il y a un accord qui consacre la paix, pour le retour de la paix, ça veut dire déjà qu'on s'est attaqué au gros du problème. Mais maintenant, vous avez une situation de non-droit qui prévaut. Il va bien falloir que l'État, pas plus que des individus et ses sujets,
fasse une bonne appréhension de la situation pour la problématiser et pour effectivement trouver les solutions idoines. Et c'est en cela que le gouvernement est en train de s'évertuer. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis une dizaine d'années, une dizaine de jours, ce qui est mis en œuvre à Mopti a eu pour effet. On va y revenir tout de suite. Tchefin Sissoko, partagez-vous la même analyse que Maître Yaro? Oui, bonjour. Alors, donc, je salue tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une période assez chargée en émotions, pas seulement en émotions, mais en conflit de tout genre. Donc, c'est un peu ce que vous avez annoncé, hein, les deux interlocuteurs précédents. Qu'est-ce que l'on peut constater aujourd'hui? Ce sont des attaques répétées, que l'on observe aujourd'hui. Sur tout le territoire malien, donc des attaques qui ne sont pas seulement organisées par des groupes djihadistes, donc on a vu des braquages aussi qui s'inscrivent dedans. Et dans les témoignages que vous avez pu collecter, donc il y a des écoles, des établissements qui sont fermés, ça veut dire que nos enfants, nos chers enfants n'ont pas cette chance d'aller dans les établissements, se former, s'éduquer et faire face à toutes ces problématiques sociétales. On a aussi des enlèvements sur le territoire nord. Quelques personnes ne sont toujours pas retrouvées. Donc on vit en fait aujourd'hui dans une société qui est une société violente. Donc on voit des violations, vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, des violations flagrantes des droits de l'homme, des droits humains. Donc on vit aujourd'hui dans une société qui n'est pas acceptable. En tout cas, nous vivons. D'accord. Monsieur Sissoko, Amnesty International pense que la situation s'est dégradée depuis 2012 à aujourd'hui. Le président de la République, lui, estime que la situation s'est beaucoup améliorée, contrairement à ce que dit Amnesty tout de suite. Oui. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on regarde ce problème plus en profondeur. Quand on regarde notre société malienne, nous sommes traversés par 3 séries de crises. Il y a une crise sociétale, une crise politique, une crise idéologique. La crise sociétale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays est aujourd'hui ouvert au monde. Nous voyons toutes les formes de violence à l'extérieur. Nous voyons aussi toutes les formes de richesse à l'extérieur. Donc ça suscite des vocations dans notre pays, et ces vocations ne sont pas encore satisfaites. Donc on vit dans une société qui prône un peu l'injustice. Donc on est dans des situations qui ne sont pas acceptables. Sur la question politique, en 6 ans, puisque vous avez dit de 2012 en 2018, il faut se dire que c'est quand même 6 ans. Donc 6 ans où on ressasse parfaitement les mêmes problèmes sans que sur le plan politique, une réponse adaptée soit trouvée. La gouvernance aujourd'hui, la gouvernance politique n'est pas à la hauteur des attentes des populations. Alors, quand Maître Yaro dit que le gouvernement est en train de mener des actions, je veux dire des efforts gigantesques, est-ce que vous partagez son avis? Mais en fait, ces efforts ne sont pas à la hauteur, comme je le dis encore, des attentes de la population. Ces efforts, quelle que soit la grandeur, ne parviennent pas aujourd'hui à résoudre les problèmes. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Moi, je pense juste que le logiciel qui est proposé pour résoudre notre problème sociétal ne parvient pas à le faire. Et puisqu'il ne parvient pas à le faire, à mon avis, il faut se questionner. Et je crois que c'est une problématique un peu plus large. C'est un questionnement que les gouvernements doivent se poser, et aussi plus globalement la société dans sa globalité, puisque ce qui est proposé aujourd'hui comme solution ne parvient pas à gommer les inégalités, ne parvient pas à favoriser l'installation d'une paix durable dans notre société, et ne parvient pas aussi à combattre cette crise qui est la 3e crise, qui est la crise idéologique. Dans cette crise idéologique, qu'est-ce que l'on voit? On voit la montée de l'extrémisme religieux, on voit la radicalisation de plus en plus des jeunes. Je suis un spécialiste de la question de la jeunesse et sociologue, donc au quotidien, quand je rencontre les jeunes, ce sont ces 3 problématiques sociétales que j'observe, ces 3 crises que j'observe. Et les jeunes, aujourd'hui, ils sont au bord du gouffre. Il faut absolument que l'on se préoccupe de cette question, que l'on essaye, en tout cas par tous les moyens, de trouver
des solutions qui permettent de rassurer cette jeunesse. D'accord. Monsieur Sissoko, quand vous parlez de gouvernance, Monsieur Sissoko, quand vous parlez de gouvernance, à Mopti, le Premier ministre a déclaré que nous sommes prêts à négocier avec tout le monde. Et, le président de la République a déclaré quelques jours après qu'on ne négociera pas avec les terroristes. Alors, comment comprenez-vous ces deux déclarations? Disons, c'est une situation paradoxale. Donc, on a d'un côté le chef de l'exécutif qui dit une chose, et puis de l'autre côté, on contredit. Donc, bon, voilà, c'est en permanence ce genre de choses que l'on peut constater. Je n'ai pas entendu ces deux discours, hein, donc je ne peux pas juger de leur, en tout cas, de leur véracité. Ce que je peux dire, c'est une contradiction profonde. Aujourd'hui, je crois que globalement, le critiquer. Allô? Oui, allô, allez-y. Oui, vous m'entendez toujours. Donc, au lieu de critiquer tout le monde, je crois qu'on doit se mettre quand même au travail et tous ensemble pour essayer de sortir notre pays de cette situation. Je crois que c'est un devoir, en fait, un devoir civique, un devoir moral, un devoir de génération. En tout cas de proposer des règles et des mesures qui permettent de nous sortir de là, mais aussi de nous impliquer principalement dans ce processus, qui va viser l'installation d'une paix durable sur nos territoires et qui va permettre aussi de combattre toutes ces formes d'injustice que nous avons annoncées tout à l'heure. Et je crois que d'accord, Monsieur Sissoko, on va y revenir. On va y revenir tout de suite, Monsieur Sissoko, Maître Yaro. De l'accord de paix. On va y revenir tout de suite, Monsieur Sissoko, Maître Yaro. Alors, cette déclaration du PM à Mopti et celle du président de la République, est-ce que cela veut dire que les deux ne partagent pas la même vision de la situation? Non, à mon avis, les deux déclarations ne sont pas contradictoires. Tout dépend du cadre dans lequel on se situe. Si on est dans un environnement international où le principe est qu'effectivement, il ne faudrait pas faire de concessions avec des groupes terroristes, donc le président serait bien à l'aise de dire qu'effectivement, nous ne ferons pas de concessions, nous ne discuterons pas avec des groupes rebelles. Mais face à des besoins sociaux et impératifs au plan interne, le Premier ministre est tout à fait à l'aise et ça rentre dans le cadre de sa politique gouvernementale de déclarer que nous sommes prêts à la disposition. Est-ce que cela veut dire que le président de la République peut faire des promesses au niveau international qui sont différentes de celles qui sont faites au niveau local, national? Non, il ne s'agit pas, il n'y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence. Quand vous êtes dans le domaine politique, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a assez de soupapes. Vous conciliez les situations de votre État-nation, mais vous tenez compte aussi des exigences de la communauté internationale. À mon avis, c'est très important. Alors, entre ces deux déclarations... Entre ces deux déclarations, en principe, il ne doit pas y avoir d'antinomie, mais moi, je pense que dans les circonstances dans lesquelles vous expliquez, il n'existe aucune contradiction. Mais pour le citoyen lambda qui a écouté ces deux déclarations, quelle est la déclaration qu'elle devrait prendre au sérieux? Bon, je dis simplement que ça dépendra des circonstances. Les discours des hommes politiques ne sont pas faits pour être compris souvent par les béabas comme vous prétendez. Mais nous qui comprenons, nous savons effectivement dans quel contexte ces mots ont été dits. Justement, mais est-ce que le citoyen lambda n'a pas le droit de comprendre également? La fermeté du Premier ministre à aller vers des négociations en vue d'apporter la paix, est-ce que ça peut émousser aussi la volonté du président de ne pas être en phase avec la communauté internationale par rapport à ces grandes directives? Maître Yaro, vous venez de dire quelque chose tout de suite. On demande, presque tout le monde demande aujourd'hui l'implication des populations pour que la situation sécuritaire puisse être beaucoup plus stable, que les populations collaborent avec les forces de sécurité. Et si ces citoyens ne comprennent pas les discours des hommes politiques, comment peuvent-ils collaborer? Non, moi, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne vois pas de grande contradiction entre ce que le président de la République a affirmé et qui cadre avec les directives et les prévisions. Mais vous estimez que ces discours ne sont pas faits pour que le BABA, comme vous le dites, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit. J'ai dit à ce niveau, ça peut susciter effectivement des mésententes. Quand bien même que pour moi, il n'existe pas
de contradiction à partir du moment où la feuille de route est donnée au Premier ministre suite à sa déclaration de politique générale. Alors il agit dans ce cadre. Ça veut dire que les deux sont parfaitement en phase par rapport à ce qui doit être fait sur le plan national. Mais si le président de la République se trouve dans une rencontre, je ne sais pas, à Bruxelles, et qu'on lui demande une situation, il va bien falloir qu'il ressorte l'avis de la communauté internationale, qui est qu'effectivement, il ne s'agit pas, on ne pourrait pas donner de concession à un groupe terroriste. Ça, c'est la position des plus grands de ces pays et majoritairement, c'est la position du Donc, ce sont des déclarations faites pour avoir des financements, par exemple, selon vous? Je ne dis pas cela, ça n'engage que vous. Moi, je ne parle pas de financement. Vous m'avez demandé si les deux discours sont contradictoires. J'ai dit, à mon avis, ce n'est pas contradictoire. D'accord. Maintenant, financement autre, ça, je ne gère pas. D'accord. On va parler de processus de paix. Le rapport d'Amnesty International évoque ce sujet également et nous allons écouter Alioune Tine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons discuté d'ailleurs avec les autorités publiques sur cet accord. Cet accord, si vous voulez, ce sont des principes généraux sur lesquels les gens sont d'accord. Mais leur application pose des problèmes, tout le monde le sait. Ça pose beaucoup de problèmes pour l'application, aussi bien du côté effectivement des différents groupes et des différents acteurs concernés. Pourquoi ça pose problème? Mais écoutez, parce que la situation est difficile, la situation est complexe, et devient de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, de plus en plus tendue. Mais il ne faut jamais désespérer quand les gens sont bien sûr aussi sur un processus de paix. C'est pas facile. Donc nous encourageons les gens à aller vers la paix, parce que la paix, c'est effectivement prévenir et protéger les droits humains. Parce que, il faut un jour ou l'autre effectivement aller vraiment vers cet accord, vers l'application de cet accord, qui est une garantie effectivement pour la sécurité des civils de façon globale. Est-ce qu'Amnesty International a constaté une bonne volonté des différents acteurs? Écoutez, nous, pour le moment, nous n'avons pas encore commencé à travailler de façon concrète sur ces... Comme je vous ai dit, nous avons une équipe qui est en place, qui est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'au terme, effectivement, des recherches qui sont en train d'être menées au Mali, nous pouvons effectivement nous prononcer de façon beaucoup plus claire, plus nette, plus précise. Tiafin Sissoko, que pensez-vous du processus de paix au Mali? Sissoko? Oui, Tiafin, que pensez-vous du processus de paix au Mali? Mais, disons que cet accord de paix, puisqu'il faut rappeler le processus, c'est avec un point de départ qui a été organisé donc il y a quelques années, avec l'implication de la communauté internationale sur ces questions, la mise en place et le développement d'un rapport qui ne contient pas tous les éléments, mais il contient quand même quelques piliers qui peuvent nous permettre justement d'assurer une paix durable et le mieux vivre ensemble. Et moi, je pense que le rôle politique, ça va être aussi d'expliciter cet accord de paix et puis de faire preuve d'encore un peu plus de pédagogie. Et aujourd'hui, cette question de la pédagogie est insuffisamment assurée. En tout cas, que ce soit dans les médias, l'intervention des politiques dans les médias ou en tout cas l'intervention au sein de communautés pour expliquer ce que nous sommes en train de faire et puis aussi pour montrer et exprimer une image. Aujourd'hui, la question que l'on doit se poser tous ensemble, c'est que les dirigeants ont un rôle crucial dans ces questions de justice sociale, de meilleure répartition des richesses, qui permettent d'assurer une paix durable. On ne peut pas en fait soigner une plaie sans justement prendre toutes les précautions nécessaires pour nettoyer comme il faut. Donc ça veut dire nettoyer en profondeur aussi. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui au Mali qui sont difficiles, qui méritent des solutions adaptées. Donc le rôle des dirigeants, je crois que c'est un peu des solutions adaptées, M. Sissoko. Est-ce que l'accord est adapté à la situation? Disons que l'accord contient des éléments qui permettent
justement d'asseoir une paix entre les communautés, puisque quand on dit, j'ai l'impression, enfin c'est mon point de vue là-dessus, que la question de l'accord de paix, que l'on sort comme ça dans tous les sens, ça devient un élément que l'on brandit en cachant véritablement ce qui se passe au sein de la société en profondeur. Donc, l'accord de paix, je crois que c'est la partie visible de l'iceberg, et l'iceberg, c'est un peu ce qui se passe dans nos sociétés en fait au quotidien. Et là, pour les résoudre, il suffit pas seulement de sortir une charte, bien sûr c'est important puisque les communautés ont contribué à sa construction, mais il faut un véritable travail dans les sociétés, dans les quartiers, auprès des mouvements de jeunesse, auprès des acteurs de la société civile, auprès des mouvements d'associations féminines. Donc voilà, les piliers de la société, les couches les plus importantes de la société. Il faut engager une véritable réflexion, un véritable travail de fond auprès de ces populations pour d'abord identifier les problèmes majeurs, pour ensuite, avec eux, construire des outils et des dispositifs qui permettent de répondre de façon adaptée à leur problématique. Et je crois que ce que je dis là, c'est une question de méthode, de façon de faire, qui permet justement, d'une part, d'impliquer, on le dit. Donc vous pensez qu'on doit changer de stratégie. Voilà. Alors, Maître Yaro, est-ce que vous avez constaté une bonne volonté des différents acteurs, des principaux acteurs du processus? Bon, il est difficile de scruter dans les subconscients des individus et un gouvernement. Mais je présume déjà, parce que c'est la bonne foi qu'on doit présumer et non la mauvaise foi, que ces acteurs-là, il existe une bonne foi. Parce qu'il y a 3 parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il y a le gouvernement de la République du Mali, la communauté internationale et les groupes armés. C'est-à-dire ils ont tous signé l'accord pour la paix et la réconciliation. Et cet accord est en train d'être mis en œuvre. La CMA et la plateforme. Oui, exactement. Et sous l'égide de la communauté internationale. Bien sûr, c'est de ça que je parle. Et donc cet accord a connu un dénouement, est en train d'être mis en place. La commission de vérité est sur place. La commission d'enquête internationale qui avait fait couler beaucoup d'encre, elle est désormais opérationnelle. Les luttes contre les violences sont opérationnelles. Mais le mécanisme opérationnel de coordination peine à se concrétiser, notamment à Gao. Non, le mécanisme est en train de travailler. Certes, dans son déroulement, a eu des obstacles, quelques handicaps, mais les meilleures politiques sont en train d'être redéfinies pour pouvoir... Donc vous pensez que tout évolue bien? Bon, bien, en tout cas, ça évolue. C'est un processus de paix. C'est vrai que nous ne sommes pas maintenant dans la situation de guerre. Nous ne sommes pas non plus dans une situation de paix retrouvée. Nous sommes dans une situation charnière que nous sommes dans laquelle nous sommes en train de chercher un équilibre. Et ça, vraiment, je dis, il faut conjuguer assez d'efforts et tenir compte, bien appréhender la problématique. À mon avis, le processus est évolutif parce qu'entre les différentes parties à l'accord, il n'existe pas de dialogue de sourds. S'il est évolutif, est-ce que l'accord est adapté à la situation aujourd'hui? Pour moi, pour qu'il soit signé et accepté des parties, il faudrait qu'il soit adapté à la situation. Pourtant, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Bon, tout le monde ne fait pas la démocratie, mais c'est la majorité qui fait la démocratie. Majoritairement, les gens pensent que l'accord pour la paix et la réconciliation est un bon outil. Vous êtes sûr que majoritairement, les Maliens pensent que l'accord est adapté à la situation? Vas-y faire la statistique. Moi, je pense que je n'ai pas vu une opinion dissidente sur le plan interne émanant de la société civile. Je n'ai pas vu cela. Actuellement, il y a eu des petits mouvements parce que en fait, tel groupe est parti jusqu'au niveau du Conseil de sécurité, a été reçu. Bon, à part ça, je n'ai pas vu quelqu'un qui demande la mise en cause définitive, effectivement, et totale de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Monsieur Sissoko, est-ce que vous pensez qu'une majeure partie des Maliens acceptent l'accord de paix? Mais, disons, pour accepter, en tout cas pour pouvoir affirmer cela, pour pouvoir affirmer que une partie de la population accepte l'accord de paix, encore faut-il mener une étude pour le dire. Et aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous,
en tant qu'experts, on sorte de ces discours approximatifs en disant la majorité dit ceci ou cela. Mais en fait, quand on le dit, c'est nous qui le disons. Ce ne sont pas des statistiques qui le disent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive donc à développer des dispositifs qui permettent de collecter des informations auprès de nos populations et de faire encore plus de pédagogie auprès de cette population pour leur faire comprendre les orientations de l'accord de paix. Ces orientations sont claires dans les documents qui ont été réalisés, avec aussi en support la mise en place d'un programme national pour la culture de la paix. Ce programme national a plusieurs volets, comme vous avez déjà peut-être entendu parler, volet jeunesse, volet femmes, volet donc société civile. Donc à partir de là, on peut justement impulser un certain nombre de règles et de mesures et en même temps collecter des informations auprès de ces populations. D'accord. Monsieur Sissoko, les principaux acteurs du processus de paix sont le gouvernement malien, la CMA et la plateforme avec l'accompagnement de la communauté internationale. Alors, quel est le rôle de la société civile, des universitaires dans ce processus? Vraiment très très mal avec différentes voix qui se... voilà, je vous entends très mal. Oui, je disais, les principaux acteurs du processus sont le gouvernement malien, la CMA et la plateforme avec l'accompagnement de la communauté internationale. Alors aujourd'hui, oui, quel est le rôle de la société civile et des universitaires? Ben, voilà, vous touchez du doigt deux piliers essentiels en fait de ce processus de paix. Puisque vous avez raison, ce que l'on annonce, ce sont ces acteurs institutionnels que vous avez annoncés, que vous avez déclaré tout à l'heure. Mais les acteurs de la société civile, ceux qui vivent dans les quartiers, dans nos villages, dans nos villes, qui ont des associations, qui travaillent avec les populations et qui sont confrontés aux problématiques de tous les jours, ce sont auprès de ces acteurs qu'il faut collecter des informations. Et donc avec ceci, il faut engager une véritable réflexion, un travail de terrain, un travail nécessaire, j'insiste là-dessus. Et après, en face, il y a les universitaires qui sont aujourd'hui, il me semble, peu impliqués dans cette réflexion. C'est eux, en fait, qui peuvent peut-être aussi, il y a des sociologues dans nos sociétés, il y a des anthropologues, il y a, les champs disciplinaires divers et variés qui peuvent se mettre au travail pour bien produire la connaissance nécessaire sur nos problèmes, sur nos sociétés. D'accord, Monsieur Sissoko, peu impliqué, vous dites, la société civile et les universitaires, mais est-ce qu'ils s'intéressent réellement à ce sujet? Mais ils ont l'impression, enfin je dis comme ça, même si je me l'interdis de faire de cela une généralité, le sentiment que j'ai, c'est que ces acteurs ont l'impression que tout se joue en dehors d'eux-mêmes. Et pour qu'ils soient impliqués, à un moment donné, il faut une démarche en fait vers eux qui permet justement de prendre en compte leurs préoccupations. Je ne dis pas qu'il n'y a aucune démarche de réaliser. Je dis aujourd'hui, elle est insuffisante en fait, cette démarche. Elle est insuffisante. Donc à mon avis, si on veut réussir une paix, asseoir une paix durable, et c'est notre ambition à tous, puisque que notre société soit de cette manière, je crois que ça nous intéresse pas. Moi, je vis à l'extérieur, je vois le regard que les collègues universitaires en France nous lancent, et dans les interpellations qu'ils font, parfois, bien, ça nous laisse un sentiment de frustration en se disant, mais nos collègues se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce que vos gouvernements font? Qu'est-ce que vous, en tant qu'universitaire, vous réalisez pour le gouvernement? Donc à un moment donné, on peut D'accord, Monsieur Sissoko. Alors, Maître Khalifa Yaro, est-ce que la société civile et les universitaires doivent attendre toujours qu'ils soient démarchés d'abord par les autorités pour s'impliquer dans les différents processus? Non, mais il y a toujours des problèmes quand vous évoquez ces concepts-là, société civile et société universitaire. En réalité, j'ai vu dans beaucoup de pays au sud du Sahara que la définition de ces concepts est très difficile. C'est-à-dire qu'on ne s'accorde pas sur la société civile, quelle est sa composante, quel est son contenu. Et donc, ça veut dire simplement qu'il est difficile de se fixer autour de sa quintessence.
Et universitaire, c'est pareil. Bon, donc maintenant, est-ce que... On ne sait pas aujourd'hui qui est de la société civile et qui est universitaire? On ne sait pas parce que, en fait, la difficulté de la définition vient de ce que, effectivement, certaines de ces structures relevant de cette, prétendument de cette société civile peuvent être phagocytées par les politiques. Et ça, c'est tout à fait normal dans le jeu politique, n'est-ce pas? Dans le jeu politique, pour tous ceux qui ont fait les droits constitutionnels savent effectivement que dans le cadre de la conquête et de l'exercice du pouvoir, les partis politiques peuvent faire immersion sur les groupes de société civile pour essayer de les englober. Mais maintenant, la société civile, moi je ne suis pas du gouvernement. Je ne suis pas non plus de l'opposition. Je peux me définir un peu comme étant un sympathisant de la société civile. Et quand on est dans la société civile, on joue son rôle. On n'a pas besoin effectivement de... Et quand on est universitaire, on l'est à partir de sa proposition, de sa production intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on est bardé de diplômes qu'on est forcément universitaire. On peut avoir cette qualité-là, hein, à part des diplômes, mais pour se maintenir dans la qualité d'universitaire, il faut nourrir, hein, par des productions universitaires et des productions scientifiques. Maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, je crois que lors des dialogues au niveau de Alger 1, Alger 2, effectivement, la société civile avait été impliquée, même si elle n'a pas joué un rôle qu'on peut voir, un rôle visuel, elle a été impliquée dans le cadre de la négociation. D'accord. Une autre thématique abordée dans ce rapport d'Amnesty International, c'est le surpeuplement, selon eux, au sein des maisons d'arrêt. On va écouter Alioune Tine, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un détenu, quel que soit son crime, il a des droits qui sont des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Donc les problèmes d'hygiène, si vous savez, dans une certaine promiscuité, il n'y a pas d'hygiène. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Comme on dit, ce sont les règles minimales auxquelles effectivement les États ont souscrit qu'ils devraient respecter. Même effectivement des djihadistes qui ont été arrêtés, ils n'ont pas à être confinés dans des espaces très étroits, très exigus, etc. Donc, les droits des détenus doivent être respectés. Les prisons doivent être aménagées, avoir des espaces tels qu'effectivement on respecte la dignité humaine. C'est ça le problème, c'est un problème de dignité humaine. La dignité, on ne la perd jamais quand on est un homme. Elle est inhérente à la nature humaine. Donc il faut faire en sorte que les prisons d'Afrique, les prisons du Mali soient conformes effectivement aux normes relatives au respect de la dignité humaine. Quand vous parlez de surpeuplement dans les maisons d'arrêt, est-ce qu'aujourd'hui cela veut dire qu'on arrête trop de personnes ou c'est parce qu'on n'a pas assez de prisons? En réalité, la question de la construction de nouvelles prisons, la plupart du temps, ce sont des prisons qui datent de l'époque coloniale, qu'on a un peu partout en Afrique, et puis il y a un tabou sur le fait et des préjugés en Afrique. Je le sais parce que nous travaillons beaucoup là-dessus. Dans certains pays africains, vous demandez de construire des prisons. Les gens, ils veulent qu'effectivement, quand vous construisez une prison, que ce soit vous qui alliez. Moi, je pense qu'il faut effectivement balayer ces préjugés, faire des prisons et y mettre des gens effectivement dans le respect des règles minimales et dans le respect vraiment du respect de la dignité de l'être humain. Je pense que ça, c'est le minimum. Maître Khalifa Yaro, vous êtes avocat au barreau du Mali. Partagez-vous ce constat de Alioune Tine par rapport au surpeuplement dans les maisons d'arrêt? Oui, c'est malheureusement une situation qu'on constate ça et là, que ce soit à Flénir-et-Régis en France ou à la prison de Fresnes ou bien à la Maca d'Abidjan ou bien ici. C'est un truc global. Et il l'a évoqué. Très généralement, les maisons d'arrêt et de correction qui sont érigées datent d'une période très lointaine des indépendances et sont conçues pour un nombre limité d'individus. Mais aujourd'hui, le phénomène de violation des droits de l'homme, le phénomène de banditisme
a connu un niveau d'évolution exponentiel, au point que les personnes en conflit avec la justice sont devenues de plus en plus nombreuses, alors que les capacités d'accueil au niveau des maisons carcérales sont restées en l'état faible. Donc, si bien que on rencontre un engorgement des prisons avec des cellules étroites et un nombre énorme de détenus, cela soulève, comme il l'a dit, des problèmes de droits de l'homme, notamment de la promiscuité qui accroît les problèmes de santé et puis les droits des détenus qui sont un peu galvaudés à ces niveaux. D'accord. Est-ce qu'il faut créer de nouvelles prisons? Est-ce qu'il faut construire de nouvelles prisons? Bon, est-ce qu'il faut construire de nouvelles prisons ou trouver une politique carcérale mieux adaptée? Moi, je crois que c'est la deuxième, qui passe par la prise en compte d'abord de la première question, c'est-à-dire d'abord il faut construire, mais il faut apporter plus de célérité dans les procédures internes. Au niveau, lorsqu'une personne est arrêtée, déjà au niveau d'un procureur, qu'au bout de 2 jours, 3 jours, qu'elle soit fixée sur son sort, si on doit l'envoyer en prison, on doit le juger, etc., et qu'on voit des gens qui sont dans ces situations-là pour essayer de... Moi, je pense que le problème se situe au niveau d'une politique carcérale bien adaptée, et sur ce point, je crois qu'il y a eu des réformes judiciaires qui sont entreprises et bon, qui seront mises en route pour le bonheur de tout le monde, avocats, juges, etc., qui sont peinés par cette situation malheureuse née de l'engorgement des maisons carcérales. D'accord, vous êtes juriste. Est-ce que vous pouvez expliquer aux citoyens lambda qui ne comprendra pas ce que vient de déclarer tout de suite Alioune Tine, qui dit qu'un détenu, même si c'est un djihadiste qui a torturé des gens, mérite des conditions carcérales adéquates? Bon, non, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il parlait de garantie processuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est pris dans le cadre d'un assassinat qu'il ne doit pas avoir des garanties et des droits, notamment des garanties qui sont préconisées dans notre constitution. C'est la constitution malienne qui dit « toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établi par un tribunal indépendant et impartial. » Et s'il est coupable, est-ce qu'il doit être torturé ou pas dans les maisons d'arrêt? Non, la torture est interdite. Il y a des conventions que nous avons signées, la convention contre la torture, la convention contre les traitements inhumains, cruels ou dégradants. Toutes ces conventions, le Mali les a signées et ratifiées. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, peut-être que ça existe. Donc le non-respect des conditions sanitaires, par exemple, qu'il dénonce, je précise, qu'Alioune Tine dénonce, est-ce une violation des droits des prisonniers? C'est une violation des droits des prisonniers, mais faites attention entre ce qui relève des droits de l'homme et ce qui relève des droits communs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous savez que les circonstances ne sont pas les mêmes, les voies de recours ne sont pas les mêmes. Donc, si vous me dites que en fait, les droits de l'homme ne sont pas respectés parce que les prisons sont engorgées et surpeuplées, oui, je vous mets dans le même bateau. Pour moi, c'est une violation des droits de l'homme. Mais maintenant, lui-même, il le fait. Amnesty, c'est sa spécialité, je crois, les prisons. Et puis, il y a CICR, la Croix-Rouge internationale, et d'autres organisations. Et en vertu de la Convention contre la torture et contre les traitements cruels, inhumains et dégradants, on peut, par les rapports périodiques, etc., on peut améliorer la situation par là. D'accord, le temps ne nous permet plus d'aborder d'autres sujets au cours de ce débat. Alors, M. Thiéfine Sissoko, en 30 secondes, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation dans les maisons d'arrêt? Oui, alors j'ai pas tout entendu, j'espère que vous m'entendez très bien puisque j'ai vraiment une chanson dans l'oreille qui juste... C'est le jingle. Donc il y a deux choses que je voulais dire, peut-être que ça a été annoncé par les autres, comme j'ai pas tout entendu. La première chose, c'est la question en tout cas de la justice. Quand on met des individus en prison, c'est pour rendre justice. À un moment donné, il faut qu'on soit en mesure aussi de leur assurer cette justice à l'intérieur des prisons.
Donc cela passe aussi par le respect des droits humains, le respect des installations pour eux. Donc ça, c'est des installations adaptées. Merci donc, M. Sissoko. Malheureusement, le temps ne nous permet pas. Merci beaucoup, M. Sissoko. Nous n'avons que 45 minutes et c'est ce qui met fin à cette émission. Nos invités, Maître Khalifa Yaro, avocat au barreau du Mali, et M. Tchefin Sissoko, professeur Tchefin Sissoko, universitaire. Vous avez également entendu la réaction d'Alioune, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous étions en train de parler de la situation des droits humains au Mali en lien avec le rapport 2017-2018 d'Amnesty. Débat réalisé par Moumine Sendebou à la régie audio Peting Diara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.